Bonjour frère Benoît, bonjour Melchior. Bonjour Étienne. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour participer à cette émission où on va parler des rencontres européennes de Thésée qui se dérouleront à la fin de l'année à Paris. Pour commencer, je voudrais vous demander de vous présenter chacun et me dire un peu quel est votre rôle au niveau de ces rencontres européennes de Thésée. Peut-être frère Benoît. Oui, honneur à l'ancienneté. Bonjour, merci de cette invitation et très heureux de vous rejoindre, de rejoindre à travers vous les auditeurs du diocèse qui vous suivent. Je suis frère Benoît, je fais partie de la communauté de Thésée depuis 2005. J'ai grandi à Paris et j'ai découvert la communauté grâce à la rencontre européenne qui avait lieu il y a 22 ans à Paris et en Île-de-France. Et je suis très heureux de faire partie cette année de l'équipe qui prépare ce grand rendez-vous international. Donc Melchior de Massari, donc moi je suis salarié du diocèse à la pastorale jeunes adultes et j'ai été embauché pour 2 très belles missions. La première qui était d'emmener nos Parisiens à Rome pour le jubilé des jeunes. Et puis maintenant je bascule sur la préparation de la rencontre européenne de Thésée. Et en fait il se trouve qu'avec frère Benoît on se connaît depuis maintenant plus de 10 ans parce que j'ai longtemps été volontaire à Thésée, dont pendant 1 année, puis après j'ai enchaîné sur la préparation de la rencontre européenne à Madrid en 2018. Et voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'ai dit oui et je suis maintenant là où je suis. Et donc très heureux de faire un peu ce lien entre l'Église de France, l'Église de Paris et la communauté de Thésée pour cette belle rencontre qui nous attend à la fin de l'année. Alors je vais peut-être me tourner vers vous, frère Benoît, pour la première question. Peut-être réexpliquer, représenter rapidement la communauté de Thésée, qu'est-ce que c'est exactement, quelle est son histoire, et peut-être aussi revenir sur l'histoire du coup des rencontres européennes de Thésée. Oui, la communauté de Thésée est née de l'initiative de frère Roger, un jeune Suisse qui est arrivé dans ce petit village de Bourgogne en 1940, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il voulait quitter la neutralité de son pays pour rejoindre la France voisine, qui était à l'époque divisée par la ligne de démarcation, et il a trouvé cette maison dans la Bourgogne du Sud, à quelques kilomètres de la ligne qui séparait le nord du sud du pays. Et très vite, quelques jeunes l'ont rejoint, plutôt issus des églises de la Réforme dans un premier temps, et puis ensuite dans l'élan du Concile Vatican II, il y a des frères catholiques qui ont rejoint la communauté. Donc nous sommes une communauté œcuménique et internationale. Et nous organisons depuis 1978 ce qu'on appelle le pèlerinage de confiance sur la terre, qui est un fil ininterrompu de rencontres, y compris les rencontres européennes. Donc celle que nous organisons est la 48e, donc il y a une longue tradition. Alors peut-être Melchior dire un mot sur ces rencontres européennes de Thésée. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe ? Alors, je dis souvent que c'est des petits JMJ qui ont lieu chaque année dans une ville européenne différente. Voilà, ça vous pose un peu le décor. C'est une grosse rencontre de jeunes dans une ville qui accueille tous ces jeunes pendant quelques jours. Alors, les puristes vous diront que ça n'a rien à voir avec les JMJ parce que c'est beaucoup plus dans l'intériorité. Peut-être ce qui va beaucoup changer, c'est qu'en JMJ, c'est quand même énorme et vous restez vraiment avec votre groupe. Là, c'est dans le nom, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'on va... peut-être d'une certaine manière éclater votre groupe, mais pour que vous soyez répartis en paroisses, et comme ça vous allez être répartis avec d'autres jeunes qui vont venir de Pologne, du Portugal, d'Italie, et à travers les prières, les groupes d'échange, vous allez pouvoir les rencontrer. Et c'est vraiment le but, c'est que vous puissiez vivre l'évangile, rencontrer votre prochain, de par ce programme qui est toujours rythmé par les 3 prières par jour qu'on a aussi dans le village de Thésée. Prière du matin en paroisse, puis après groupe d'échange. Le midi, on se rassemble dans les grandes églises de Paris pour la prière de midi. L'après-midi, conférence, table ronde, atelier. Et le soir, tous ensemble pour prier. Voilà, comme ça pendant 3 jours. Parce que pour rappel, c'est du 28 décembre au 1er janvier. Donc le 28 décembre, nos pèlerins arrivent. 29, 30, 31, ce rythme des 3 prières. Et le 1er janvier, ils rentrent chez eux, des étoiles plein les yeux. Et pareil pour les Parisiens qui nous sont accueillis. Mais est-ce qu'on peut parler un peu de comment ça se matérialise peut-être cet œcuménisme dans ces rencontres européennes ? Quelle est l'invitation un peu ? Comment on vit cet œcuménisme au sein de cet événement un peu ? D'abord, il faut dire que l'invitation initiale est venue de Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris, qui a consulté ses confrères évêques de la province de Paris et qui ont tous été partants pour inviter la communauté. Et comme chaque année, nous voulons toujours qu'il y ait derrière une dynamique œcuménique et que nous ayons une invitation qui vienne non seulement de l'Église
majoritaires, l'Église catholique à Paris et en Île-de-France, mais aussi, en l'occurrence, des responsables protestants et orthodoxes qui ont été très touchés par le projet et qui ont, dès l'origine, donné leur plein soutien. Et donc, ça se matérialise par différents moyens. Il y a des paroisses d'accueil qui se préparent, comme Melchior vient de nous l'expliquer, à recevoir, à héberger ces jeunes. Et là, il y a des paroisses protestantes qui sont bien engagées aux côtés de leurs voisins catholiques. Chez les orthodoxes, il y a peut-être d'autres manières d'exprimer un soutien. Par exemple, il y aura un programme d'ateliers thématiques qui sera très, très large, on pourra peut-être y revenir, et il y aura un certain nombre d'ateliers qui concerneront des thèmes liés à la spiritualité orthodoxe. Donc, on essaye vraiment que tout le monde soit invité à rejoindre cette grande tablée. On n'exclut personne de notre fête. Après, il y en a qui sont plus ou moins engagés, évidemment, selon leur capacité et leurs souhaits. Mais pour le moment, la dynamique œcuménique est vraiment extraordinaire et on est très, très reconnaissant de sentir combien le projet est porté à la fois par l'Église catholique à Paris et dans les diocèses alentours, mais aussi par les autres confessions. Et alors, du coup, justement, si on veut parler un peu du programme, comment ça se prépare, cet accueil de milliers de jeunes sur Paris? Qu'est-ce qui les attend un petit peu? C'est un travail de fourmi. On a, au niveau de l'équipe de préparation, on est presque une trentaine. Donc, il y a des frères de Thésée, des sœurs de la communauté de Saint-André et des volontaires de Thésée, en fait, qui sont là, exactement ce que je faisais à Madrid en 2018, en fait, qui sont répartis à travers toute la province ecclésiastique, donc l'Île-de-France pour les profanes, qui ont pour rôle de prendre contact avec les paroisses et pour inviter à participer à la rencontre et établir pour les paroisses on va dire qui veulent prendre part, des petites équipes locales de préparation pour faire le lien entre l'équipe de préparation, l'équipe centrale et la paroisse. L'idée, c'est de faire des annonces à la fin de la messe, de collecter les formulaires d'hébergement. On va peut-être en reparler plus sur le concret, comment les Parisiens peuvent aider. Voilà. Et donc, en fait, avoir une organisation distribuée. L'idée est vraiment, et ça c'est depuis le début dans l'esprit de non seulement des rencontres européennes, mais je passe sur le contrôle de frère Benoît. En fait, la vocation de la communauté n'est pas de créer un mouvement parallèle, mais c'est vraiment de s'impliquer localement dans sa communauté chrétienne et non seulement de participer à la liturgie, bien sûr, mais aussi d'aider et d'organiser. Et donc là, c'est l'invitation qu'on fait. C'est pas une rencontre qui est portée par le clergé, c'est une rencontre qui doit être portée vraiment par les forces vives, jeunes et moins jeunes, qui veulent aider, que ce soit à l'accueil du 28 décembre, ou à accueillir des pèlerins chez eux, ou à faire la coordination de la petite partie du programme qui a lieu dans la paroisse, animation des chants, aider à la coordination au niveau des groupes de partage, etc. En fait, il y a plein de petites choses qui peuvent se faire et qui font que cette rencontre peut être possible. Bien sûr, nous, on s'occupe des gros, on va dire, morceaux logistiques, que ce soit distribution des repas, prière le midi et le soir, etc. Mais on compte aussi, en fait, sur cette distribution locale à travers toute notre région. Si on veut s'inscrire aujourd'hui, si on veut vivre ces rencontres européennes de Thésée, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on s'inscrit? Qu'est-ce qui nous attend exactement? Il y a deux situations. Il y a les jeunes qui viennent de l'Europe et de la France, en dehors de la région francilienne, qui sont invités à s'inscrire à travers le site de Thésée. Ils sont nombreux à s'inscrire en ce moment, donc c'est réjouissant et en même temps c'est un défi. Ça veut dire qu'il faudra trouver des places d'hébergement pour tous ces jeunes européens et français. Et puis il y a aussi une deuxième possibilité pour des jeunes parisiens et franciliens qui aimeraient non seulement accueillir des jeunes dans leur paroisse ou dans leur maison, dans leur appartement, mais qui aimeraient aussi participer à la rencontre en tant que telle, comme jeunes. Et donc, on a lancé un formulaire qui est accessible depuis le site de la préparation et qui permet en fait de garder dès maintenant un certain nombre de contacts avec ces jeunes qu'on va recontacter dans les semaines à venir, une fois que tout sera ficelé, les manières d'accéder aux différents lieux, les manières de s'inscrire aux ateliers thématiques, pour que toutes les informations soient données en temps et en heure à ces jeunes qui souhaitent participer vraiment comme des jeunes à la rencontre. Pour le reste, on va revenir aussi à l'aspect implication dans les paroisses, parce qu'il y a beaucoup de diocésains qui se demandent comment est-ce qu'on peut, à notre niveau, participer. Et là, il y a évidemment encore beaucoup d'autres manières. Moi, simple paroissien, si je veux, je peux aller
pendant ces rencontres européennes, participer à ces temps forts en paroisse sans aucun souci. Ah, absolument. D'abord l'accueil le dimanche 28, ensuite les matinées du 29 et du 30 dans les paroisses d'accueil, et puis aussi la fête des nations le soir du 31 à partir de 23h, une veillée de prière pour la paix, et puis ensuite une fête des nations où chaque peuple présent pourra présenter quelque chose, et encore la célébration paroissiale le 1er janvier. Donc il y a vraiment beaucoup de temps forts qui vont se dérouler dans les paroisses. Tu as tout dit. Peut-être juste ce petit détail de manière concrète au niveau de la tranche d'âge. Il est vrai que ce sont tous les Européens, principalement de 18 à 35 ans, qui sont invités à participer. Donc, c'est ceux qui vont avoir besoin d'un logement, d'un ticket repas, etc. Par contre, à partir du moment où vous habitez à Paris ou en Île-de-France, c'est tout le peuple de Dieu qui est invité. Voilà, vous pouvez participer à une prière dans votre paroisse le midi. C'est à la carte et vous êtes invité à vous joindre à nous avant tout pour prier, et puis après de manière concrète dans votre paroisse si elle accueille ou dans la paroisse voisine si c'est le cas. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour venir en aide à tous ces jeunes qui vont être accueillis? On parlait d'hébergement, comment ça se passe un petit peu? Quelle est peut-être, je dirais, la demande aussi de votre côté, les besoins pour tous ces jeunes à accueillir? On est impressionné parce que depuis ces dernières semaines, donc on sillonne la région pour aller à la rencontre des communautés chrétiennes, et on est déjà actuellement à plus de 200 lieux d'accueil dans toute la région. Donc ça veut dire qu'il y a 200 communautés chrétiennes qui sont en train de se préparer à accueillir quelques dizaines de jeunes dans leur communauté locale le 28 décembre. En fait, déjà le 26 décembre pour un certain nombre d'entre eux, puisqu'il y aura les volontaires qui viennent 2 jours avant pour aider dans la dernière ligne droite. Donc il y a déjà des personnes qui vont ouvrir leurs portes dès le vendredi 26 décembre. Et alors là, dans les paroisses, quand on devient un lieu d'accueil, évidemment, on constitue des petites équipes concrètes pour gérer les différentes tâches. Il y aura une équipe qui va s'occuper vraiment de l'accueil proprement dit, du logement dans les familles, aussi une équipe plus logistique, une équipe nourriture, une équipe qui va s'occuper de la liturgie. Enfin, il y a vraiment besoin de soutien dans la plupart des paroisses locales. Et peut-être pour prendre la suite de ce que tu dis et pour répondre aussi de manière concrète sur l'histoire du logement, on a besoin de 2 mètres carrés. 2 mètres carrés par pèlerin. Très précis. C'est bête et méchant. Oui. En fait, nos pèlerins viennent avec un sac de couchage, un tapis de sol. Ils sont là pour une rencontre. Il y a cette idée, voilà, ils viennent pour la chaleur des cœurs et pas pour le confort d'un canapé. Tout ça pour dire que nos pèlerins vont dormir par terre. La question, c'est qu'ils vont dormir par terre dans une salle de classe, un gymnase, ou est-ce qu'ils vont dormir par terre dans le salon, dans ton salon ou dans le salon d'un paroissien. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on les envoie 2 par 2, voire 3 ou 4 chez les paroissiens qui veulent accueillir. On met la table du salon sur le côté et en fait, on trouve très vite qu'en fait, on a 2 mètres carrés, donc 4 mètres carrés de minimum, de pèlerins minimum. Et en fait, pour vraiment avoir cette rencontre personnelle entre des pèlerins et des locaux. Et moi, j'ai eu la chance de vivre aussi de nombreuses rencontres européennes. Et en fait, à chaque fois, c'est magnifique, même sans forcément parler la même langue. La première fois que j'avais été accueilli, c'était en 2015 à Valencia, en Espagne. Je parlais pas espagnol à l'époque et ils parlaient très peu l'anglais, encore moins le français, mais ils avaient des larmes dans les yeux quand on est reparti le 1er janvier. Et en fait, c'est vraiment ce langage du cœur qu'on cherche à créer. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui ont participé au JMJ il y a longtemps ou récemment ou au Jubilé des jeunes, et en fait qui ont été accueillis, qui ont eu cette chance. Et là, c'est l'occasion jamais de répondre à l'appel de notre archevêque et d'ouvrir nos portes et voilà, de suivre l'évangile et de se dire j'accueille des jeunes qui vont traverser toute l'Europe, que je ne connais pas, dont je ne parle pas la langue, mais je veux vivre cette expérience de la rencontre, ce cœur à cœur, et ça peut être magnifique et ça sera magnifique. Je rebondis sur ce que tu dis. En quoi on peut dire que c'est une expérience forte, autant spirituellement que humainement, autant pour les pèlerins que pour les personnes qui vont accueillir? Pour rebondir sur ce que Melchior vient de dire, on entend presque chaque soir, lorsqu'on visite les paroisses pendant cette période, des personnes qui nous donnent des souvenirs, un témoignage très, très concret de ce qui s'est vécu la dernière rencontre européenne à Paris il y a 22 ans. Donc c'est pour dire que ça a quand même marqué les esprits, puisque on pensait d'abord en arrivant que ça fait quand même très longtemps qu'on n'est pas venu à Paris, que peut-être il n'y aura pas énormément de témoins de cette dernière rencontre. Et en fait, c'est assez frappant que beaucoup de personnes ont des souvenirs vivants de cette hospitalité vécue. Et je pense que c'est à la fois vrai sur un plan humain,
il y a aussi des personnes qui ne sont pas dans nos communautés chrétiennes, qui vont entendre un appel concret, qui vont ouvrir leurs portes. C'est quand même dans notre société d'aujourd'hui un peu un miracle, hein, que l'Église puisse comme ça donner vraiment un message de... voilà, nous avons besoin de vous aussi, à celles et ceux qui ne sont pas forcément impliqués dans la vie des communautés locales. Et puis beaucoup de chrétiens qui vont dire, mais non, mais ces jeunes qu'on accueille chez nous, en fait, c'est à travers eux, c'est le Christ qu'on accueille dans ces jours de Noël et du Nouvel An. Il n'y avait pas de place à l'auberge pour accueillir la Sainte Famille, mais... à Paris, il y aura de la place dans toutes les familles, grâce à toutes les personnes de bonne volonté qui ouvriront leurs portes. Et ça, c'est un message extraordinaire. C'est vrai sur le plan humain, mais aussi spirituellement. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, grâce à l'hospitalité, certains ont accueilli des anges. Alors j'espère que tous nos jeunes seront des anges, mais en tout cas, je pense que ça laissera de beaux souvenirs. Ouais. Ça nous déplace quand on accueille, en fait. Et ça nous déplace et ça va à contre-courant, on va dire, du zeitgeist ambiant, où on est plutôt à se refermer, à rester entre soi, etc. Et là, c'est vraiment l'inverse. Et en fait, on se rend compte que quand en fait, sans le savoir, parfois, on a peut-être le cœur un peu calcifié. Et là, ça donne vraiment on ouvre en grand la porte vers l'autre, et on lui tend la main, et donnez, vous recevrez. Et c'est vrai qu'il y a une sorte... alors, d'aucuns pourraient dire une magie qui s'opère, d'autres qui diraient que c'est la grâce, et qui viennent vraiment toucher à la fois ces pèlerins et surtout ces familles d'accueil qui, en fait, on est souvent dans cette position de charité. En fait, on dit qu'on donne quelque chose à l'autre, mais on est tellement touché, on voit la même chose quand on aide les pauvres dans des maraudes, etc. Et en fait, on se retrouve soi-même déplacé profondément. Et là, en fait, c'est un peu cette opportunité qu'on donne à toutes nos... non seulement à nos jeunes, mais aux familles qui vont accueillir. Je me souviens, quand j'étais petit, j'avais une interrogation théologique qui était mon prochain. Je demandais toujours ça à mes parents. Ils avaient un peu de mal à me répondre. Et, c'est pas facile comme question. Exactement. Et à Thésée, en étant pendant 1 an au service... à travers tous ces visages de jeunes qui venaient vraiment donc là, du monde entier, il y a plus de 100 000 jeunes qui viennent chaque année à Thésée, eh bien j'ai découvert le visage du Christ et j'ai rencontré mon prochain. Et en fait, c'est vraiment parce que j'ai été touché par que ce soit les rencontres européennes, mais aussi ce qui se vit à Thésée tout au long de l'année, ce petit village de Bourgogne où on parle anglais, que je suis là aujourd'hui et que j'ai envie de rendre. Voilà, c'est ça. J'ai reçu et là je rends à mon tour, et c'est ça qui est magnifique, cette alchimie qui va se créer entre ces rencontres, en fait. Merci beaucoup, frère Benoît. Merci beaucoup, Melchior. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif ? Si je veux m'inscrire, si j'ai des questions, si je veux des informations, si je veux héberger, si je veux m'engager, est-ce que je peux vous écrire ? Qui est-ce que je dois contacter ? Comment ça se passe un petit peu ? C'est info@TAIZE, Paris, IDF comme Île-de-France.fr. Donc info@TZParisIDF.fr. Et à travers le site internet aussi, tzparidf.fr, il y a toutes les informations pratiques, y compris donc ce lien pour s'inscrire, pour participer à la rencontre, et aussi un formulaire d'hébergement qui permet à des personnes qui ne sont pas en lien avec une paroisse locale de proposer leur logement pour accueillir 2 jeunes ou plus lors de la rencontre. Et comme Melchior le disait, surtout le message, c'est il n'y a pas besoin d'avoir un lit. Vraiment, un morceau de moquette dans le salon, c'est très confortable pour nos jeunes qui ont tout ce qu'il faut pour loger par terre. Et puis, il y aura aussi des événements tout au long de la préparation. Nous aurons un certain nombre de prières, de rencontres. Chaque samedi, il y a un atelier de réflexion qui est proposé dans notre centre de préparation. Donc, tous les Parisiens qui le souhaitent peuvent se joindre à nous. Et on aura une prière le vendredi 14 novembre à 20h à l'église Saint-Ignace avec les pères jésuites, la Maison Magis, le réseau JRS, une prière avec toute l'équipe de préparation pour marquer un peu la moitié de notre période à Paris. Et on retient 28 décembre, 1er janvier, pendant 5 jours. Et le gros avantage, c'est qu'on peut passer le 25 décembre en famille à la campagne. Et on peut rentrer le 28 décembre à Paris. Et on peut vivre un nouvel an différent, un nouvel an qui nous déplace, un nouvel an de la rencontre.
Merci beaucoup, Frère Benoît. Merci Merci à beaucoup, vous. Melchior. Bonne préparation. Merci Étienne. Merci. Et à très bientôt pour cette À très rencontre européenne. Merci. Merci.